le docteur Alexandre Libissa, que vous connaissez très bien, qui est le président du CAP en France, et qui est aussi un militant de la cause de la démocratie et de la liberté au Congo-Brazzaville. Docteur, vous avez la parole. Merci. Alors, je vais vous parler d'un thème qui me tient à cœur et qui fait peur à tout le monde, puisque personne ne veut en parler. Bon, donc dans un pays comme le Congo, tout le monde a peur de parler de 1959, parce que, en fait, tout le monde est gêné. Et je pense que ce n'est pas, c'est jusqu'à présent, en constatant ce qui se passe dans le pays, c'est pas une façon de faire pour s'en sortir. Donc c'est un mal qu'il faut exorciser. Et pour l'exorciser, il faut en parler. Bon, alors, moi, quand j'ai commencé le catéchisme, on m'a dit que non, nous naissons avec un péché véniel. Donc un bébé qui naît, il a un péché. Donc il faut le baptiser pour enlever ce péché. Je dis, c'est pas possible. Comment un bébé peut avoir un péché? Alors donc, bon, c'est l'histoire d'Adam et Ève, etc. Mais, en m'intéressant à ce thème, je me suis rendu compte que les Congolais naissent avec un péché véniel. Et ce péché, qui équivaut à la pomme croquée par Adam et Ève, c'est le conflit de février 1959. J'arrive. Alors, bon, j'ai gratté beaucoup de papier, donc je vais beaucoup lire. Vous avez 15 minutes. Oui, je vais arriver. Donc, mesdames, messieurs, chers amis, le mal dont il est question ici, c'est le tribalisme. Au même titre que le paludisme. Ça, c'est des formations professionnelles. Au même titre que le paludisme, le sida, la tuberculose et d'autres pathologies dangereuses. Le tribalisme est un virus mortel pour l'ensemble de la société congolaise. Contrairement aux apparences, le tribalisme ne profite à aucune ethnie ni à aucune tribu du Congo. Bien au contraire, elle a produit des injustices, des inégalités, des conflits, des crises et une instabilité politique chronique qui paralyse le moindre effort de progrès économique et social. Le tribalisme n'aura qu'un seul et unique effet, celui de faire passer comme une arme de destruction massive chaque Congolais de vie à trépas. Les récentes guerres civiles et la situation politique actuelle sont une illustration patente de cette réalité. Au regard des drames et des tragédies engendrées, nous pouvons définir le tribalisme comme une forme de ségrégation ethnique qui consiste, dans un même pays, à considérer différemment les habitants selon leurs origines tribales. C'est un comportement systématique de méfiance et parfois de mépris à l'égard d'un citoyen originaire d'une autre tribu. C'est un sectarisme lié à l'ignorance et à une étroitesse d'esprit qui refuse d'admettre des opinions différentes de celles que professe son ethnie. Enfin, le tribalisme est comme un appauvrissement intellectuel et une forme d'arriération mentale. Il n'existe pas dans l'histoire du Congo précolonial et de mémoire de Congolais des exemples ou des souvenirs de guerre entre les Congos et les Mboshi, ou entre les Teke et les Vili, ou entre les Bangala et les Bako. Les ethnies et les tribus au Congo se connaissent, se fréquentent, se respectent, parce qu'elles cohabitent ensemble depuis des millénaires.
l'histoire des animosités interethniques ou intertribales commence avec la pénétration européenne, c'est-à-dire la traite négrière et la colonisation. Le tribalisme n'existe donc pas dans la tradition bantoue. Le tribalisme est une invention politique. En 1959, c'est la manipulation du personnel politique qui a contribué à provoquer l'émeute. Depuis l'abolition du parti unique au Congo-Brazzaville en 1991, à l'issue de la conférence nationale souveraine, et l'instauration de la démocratie pluraliste, le pays traverse une profonde crise politique et identitaire. Cette crise, qui s'inscrit dans un processus historique, a des origines lointaines et des conséquences néfastes sur le plan économique et social. L'aspect le plus significatif de cette crise a été caractérisé par l'apparition des milices privées et ethniques. Ninja, c'est le poule. Cobra, c'est le nord. Kokoy, c'est le Niboland. Il y a même les requins au bord de la mer qui ont enragé le pays en 1994, 97. Et ainsi que de 98 à 2000, c'était la fameuse opération Moueba. Le risque d'un nouvel embrasement du pays par ces bandes armées dans cette nouvelle crise que traverse le pays pointe à l'horizon. Le sectarisme politique qui caractérise la société congolaise et qui constitue un sérieux handicap au progrès économique et social a atteint son apogée lors des guerres civiles de 93, 94, 97. Or, un événement avait déjà, semble-t-il, cristallisé ce sectarisme et figé l'histoire politique du pays. Il s'agit des émeutes tribales de février 1959. Depuis ces émeutes, la vie politique du Congo se déroule en permanence dans l'émotion de cette crise qui paraît aux yeux de certains hommes politiques avoir formaté de manière irréversible le paysage politique du pays. En effet, depuis plus d'un demi-siècle, la majorité des crises et des périls auxquels le pays a été confronté portent de près ou de loin les stigmates des émeutes de 1959. Il y a toujours dans la société congolaise un réflexe conscient ou inconscient de se déterminer politiquement par rapport à sa tribu. L'identité nationale demeure encore une réalité virtuelle. Au Congo, la vie politique reste indissociable de la crise de 1959. Tout sur le plan social et politique semble ramener aux conséquences de cette crise, comme par exemple la répartition géographique de la population, l'occupation des quartiers dans les grands centres urbains, la constitution des partis politiques, la répartition des portefeuilles dans un cabinet ministériel, la nomination des hauts fonctionnaires, des ambassadeurs et du chef d'état-major de l'armée, etc. Pour comprendre les bouleversements et les violences politiques au Congo, Brazzaville, bien entendu, et pour saisir les raisons profondes des crises actuelles, il paraît nécessaire d'analyser attentivement les conséquences des émeutes de février 1959. Je vous y invite. Cette crise marque subtilement le début d'un dérapage politique qui n'a cessé de s'accentuer au fil des années. On peut assimiler cette crise à un poison, à un puissant agent pathogène inoculé dès l'aube de l'accession du Congo à la souveraineté internationale. C'est comme une infirmité structurelle que le pays n'a
que le pays n'a jamais pu ni assumer, ni réparer. Comment cela a-t-il été possible en 1959? On parle d'un différend électoral à Pointe-Noire. En effet, 5 mois seulement après la naissance à Pointe-Noire de la jeune République du Congo, 28 septembre 1958. 28 novembre. C'est la proclamation? 28 novembre? Oui, oui. C'est 3 mois. La ville de Brazzaville, où la capitale du pays se trouve, précipitamment transférée dans la nuit, est le théâtre d'affrontements sanglants entre les partisans des 2 principaux leaders du pays, Jacques Opango du MSA, Fulbert de Yulu de l'UDIDA. Alors donc c'est le combat du coq et du caïman, alors d'une violence inouïe, c'est au couteau, à la sagaie, on brûle les maisons des gens, on évente les femmes enceintes, on décapite les bébés, et donc cela a duré, cela s'est passé essentiellement dans le quartier de Bakongo et Potopoto, où effectivement étaient majoritairement concentrés les partisans des 2 leaders politiques. Et ils n'hésitaient pas de brûler certaines victimes dans le cas. On venait à la maison, toi en chaume, on mettait le feu, et puis toute la famille était carbonisée. Donc après 4 jours d'affrontement, donc du 16 au 20 février 1959, la calmie revient grâce à l'intervention de l'armée française. Si la crise a été relativement courte, relativement de courte durée, ses conséquences seront lourdes pour le présent et l'avenir du pays. Les barrières nord-sud vont se cristalliser et le cheminement du pays vers la construction d'une nation solidaire, égalitaire et fraternelle, sérieusement compromise. Les atrocités des journées sanglantes de février 1959 vont rester gravées dans les mémoires et transmises de génération en génération. Cet héritage empoisonne la vie politique et entretient un climat de méfiance entre les principales communautés tribales du pays. On le vit tous les jours. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il faut savoir que nous baignons dedans et on est empoisonné, il faut qu'on en sorte. Ce travail tout en chacun. En guise de conclusion, je dis ceci. Pour lutter contre le tribalisme, il y a quelques pistes qui peuvent être proposées. La première, c'est l'école. L'éducation nationale, la culture. C'est par l'enseignement, l'éducation et la culture que devrait débuter la lutte contre le tribalisme. C'est à la base que les racines de l'intolérance et de la division devaient être combattues, car c'est dans les esprits des hommes et dans leur conscience que naissent les formes primaires de sectarisme. Le tribalisme est né avant tout dans la tête des Congolais, et c'est dans la tête des Congolais qu'il faudrait commencer à le combattre. La formation des esprits est donc indispensable. Monsieur le professeur, vous avez 2 points sur la planche. Deuxième. La deuxième piste, c'est celui de l'aménagement du territoire. Il faut en finir avec ces quartiers typés, dont Brazzaville est effectivement l'exemple le plus parlant dans le pays. On a vu dans les conflits de 80 que nous avons connus jusqu'à présent, Filou, Diata, Bakongo, Makelekele, Mikalo et Tatolo, ce sont de véritables ghettos, mais qui ont participé efficacement dans ces guerres civiles, parce que c'est des viviers de désespérado utilisés par les hommes politiques pour renforcer leur milice. On les a puisés là. Donc je pense que c'est un problème à régler
par les générations futures de dirigeants du Congo. On peut proposer aussi un troisième front qui est celui de la bonne gouvernance, en respectant les règles de la gestion du pays. Et un front fondamental, le quatrième et sera le dernier que je propose, c'est le respect des lois. Dans un état de droit dit démocratique, les lois doivent être respectées et appliquées. La première loi qui se situe au-dessus de toutes les autres, c'est-à-dire la Constitution, doit être respectée et appliquée. J'ai dit. Merci. Je ne voudrais pas vous embêter avec des questions, docteur. Je crois que dans le débat, ça va revenir. Vous partez de l'idée que février 59 est une contradiction à la fois historique et organique, et que c'est vraiment la vraie contradiction de notre société, qu'il faudrait trouver les moyens pour transcender cette étape. Donc il faut en parler. Donc aujourd'hui, c'est le jour pour en parler de cette trace qui nous pose des problèmes. Voilà.